Quand on parle d'un diagnostic médical, il y a toujours cette attente d'une précision presque mathématique. Ouais, on aime bien quand c'est carré. Exactement. Prenons une cheville foulée, par exemple. On passe à la radio, le médecin affiche le cliché, il pointe du doigt une petite ligne blanche sur l'os et il dit que le problème est là. C'est clair, c'est net et surtout c'est visible. Voilà, on identifie la cause, on traite, on avance. L'esprit humain adore ce genre de causalité directe. C'est binaire, c'est cassé ou c'est pas cassé. La douleur a une source physique évidente qu'on peut isoler facilement. Sauf que, lorsqu'on se penche sur la psychologie du travail, c'est plus du tout la même histoire. Quand on parle de baisse de productivité ou d'épuisement mental dans les bureaux d'aujourd'hui, la machine à rayons X ne fonctionne plus. Ah bah non, le paysage devient incroyablement flou. Et le truc, c'est que les entreprises ont tendance à pointer du doigt la mauvaise fracture. C'est précisément l'objet de notre analyse aujourd'hui. On reprend notre exploration des travaux de Nir Eyal. Un auteur fascinant, oui. Absolument. Et on a sur la table un ensemble de sources vraiment riches. Ses recherches issues de son ouvrage, mais aussi une méta-analyse fondatrice de l'University College de Londres et une étude de cas menée sur plusieurs années par la Harvard Business School. Du très lourd du coup. Grave. Et notre mission pour cette session, c'est d'opérer un vrai basculement. Jusqu'à présent, dans notre exploration, on s'était surtout concentré sur l'individu. C'est ça. Comment gérer ses propres déclencheurs internes, comment organiser son propre temps. Voilà. Mais la question qui s'impose désormais est beaucoup plus large. Que se passe-t-il lorsque l'environnement professionnel lui-même agit comme une véritable machine à interruption ? C'est là qu'il y a un véritable changement d'échelle à opérer. On quitte un peu la sphère de l'organisation personnelle pour entrer dans la dynamique systémique. L'organisation globale, quoi. Exactement. L'enjeu, c'est plus d'expliquer comment désactiver les notifications sur un écran, c'est plutôt de déconstruire une idée reçue massive qui sert souvent d'excuse bien pratique dans le monde de l'entreprise. Et cette idée reçue, en fait, c'est la croyance tenace que la technologie serait la grande responsable de notre incapacité à nous concentrer. Oh ouais, le bouc émissaire parfait. C'est totalement ça. Dès qu'une direction constate que les dossiers n'avancent pas ou que les équipes sont à bout de souffle, le premier réflexe, c'est d'accuser les outils. On blâme l'avalanche d'emails. Les boucles infinies sur Slack ou Teams. Ouais, et le smartphone devient carrément l'ennemi public numéro 1. En même temps, c'est une cible évidente. Le smartphone est un objet tangible, il sonne, il vibre, il est dans toutes les mains. C'est facile de s'en prendre à lui. Exactement. Pour une direction confrontée à une crise de productivité, c'est beaucoup plus confortable d'accuser un objet extérieur que de remettre en question l'organisation interne du travail. Sauf qu'en analysant ce qui se passe réellement, l'analogie qui s'impose est tout autre. Accuser l'écran d'être la cause de la distraction au travail, c'est littéralement comme accuser le mouchoir en papier d'être responsable du rhume. J'adore cette métaphore. Elle est hyper parlante. Ben oui, on utilise le mouchoir parce que le virus est déjà là. De la même manière, on se réfugie de manière compulsive sur un écran parce que quelque chose dysfonctionne profondément au sein de la culture de l'entreprise. Et l'approche scientifique permet justement de dépasser cette illusion. La technologie, en fait, c'est qu'un symptôme. C'est un mécanisme de réponse. Une réaction de défense en quelque sorte. Tout à fait. Les recherches montrent que la véritable cause de cette épidémie de distraction, c'est pas l'attrait de l'outil numérique. C'est la souffrance psychologique générée par les conditions de travail. Et attention, on ne parle pas ici d'une simple petite fatigue de fin de journée. Non, ou d'un ennui passager pendant une réunion un peu trop longue. On parle d'impact clinique grave. Et c'est là que la méta-analyse de 2006 devient incontournable. Elle a été menée par Stephen Stansfield et Bridget Candy. 2 chercheurs de l'University College de Londres. C'est ça. Et ils n'ont pas simplement distribué des petits questionnaires de satisfaction, ils ont croisé des données massives sur la santé mentale des employés et leurs environnements de travail. Et leur conclusion est très lourde. Ah oui, complètement. Ils expliquent que certains cadres professionnels ne se contentent pas de générer du stress, ils peuvent carrément déclencher des dépressions cliniques sévères. Pour mesurer l'ampleur de cette réalité, il faut vraiment regarder l'impact économique que ça engendre. Les chiffres sont dingues d'ailleurs. Ouais, les données américaines évoquées dans ces travaux montrent que la dépression liée au lieu de travail coûte plus de 51 milliards de dollars par an. Attends, 51 milliards ? C'est un chiffre colossal. Et le pire, c'est que ce montant ne représente qu'une toute petite fraction du problème. Ah bon ?
Comment ça? Ces 51 milliards ne couvrent que l'absentéisme. C'est uniquement le coût direct des employés qui sont dans une telle détresse psychologique qu'ils ne peuvent même plus se lever pour aller travailler. Les congés maladie, les arrêts longs? Voilà, ça n'inclut absolument pas ce qu'on appelle le présentéisme. Le fameux présentéisme, c'est justement toute cette souffrance silencieuse dont on parle moins. Exactement. Ce sont tous ces collaborateurs qui sont physiquement assis à leur bureau, qui regardent leur moniteur, mais qui sont dans un tel état d'épuisement mental ou de déconnexion qu'ils ne produisent plus rien de significatif. Ils sont là sans être là, quoi. C'est ça. Et la distraction permanente devient alors pour eux une stratégie d'adaptation. C'est presque un mécanisme de survie au quotidien. Et c'est le cœur du problème. Tant qu'on continue d'accuser le téléphone portable, on refuse d'examiner les racines de cette détresse. C'est l'aveuglement volontaire. L'enjeu est donc de comprendre la mécanique de cette souffrance. Exactement. Si la technologie n'est pas le point de départ, comment un environnement de bureau peut-il se transformer en une zone pathogène? Parce que un bureau, c'est somme toute un espace plutôt banal, hein. C'est exactement la question que se posent Stensfeld et Candy. Ils ont cherché l'équation précise, les ingrédients qui créent cette toxicité. Et ils ont isolé deux variables très claires. La première variable, ce sont des attentes élevées. Dans le monde professionnel moderne, les attentes élevées sont devenues la norme. On exige des employés qu'ils gèrent des volumes de données toujours plus importants, qu'ils répondent plus vite, Qu'ils assument des responsabilités élargies, souvent avec des objectifs irréalistes. ou des délais extrêmement serrés. Voilà, ce qui décrit à peu près le quotidien de n'importe quel cadre aujourd'hui en fait. C'est la pression constante pour faire plus avec moins. C'est vrai. Néanmoins, les chercheurs soulignent un point crucial. Travailler dur ou faire face à des attentes élevées ne rend pas nécessairement malade. Ah, ça c'est intéressant. Donc le stress intense n'est pas forcément toxique en soi. Exactement. Des individus peuvent s'épanouir dans des environnements très exigeants. Le point de rupture, le moment où l'environnement devient cliniquement toxique, survient lorsque ces attentes élevées sont combinées à la deuxième variable. Oh ouais. Faut vraiment qu'on s'arrête sur cette notion pour bien la définir. Qu'est-ce que ça signifie concrètement au quotidien, le manque de contrôle? Ça se manifeste par une perte totale d'autonomie. L'employé doit atteindre des objectifs immenses, mais il n'a pas le droit de décider comment organiser sa journée. Son emploi du temps lui échappe complètement. Voilà, il est dicté par des réunions imposées, ses méthodes de travail sont micromanagées par sa hiérarchie, il ne peut même pas isoler des plages horaires pour se concentrer sans être interrompu. On exige de lui des résultats de haut niveau, mais on le prive des leviers d'action nécessaires pour les atteindre sereinement. C'est le déséquilibre parfait entre l'effort colossal qu'on exige et la liberté de mouvement qu'on accorde. On devient le simple exécutant d'une cadence dictée par d'autres. Mais attends, il y a un point qui me pose un véritable problème logique quand on analyse ces comportements. Je t'écoute. Si je suis un non-employé, que je suis épuisé par ces attentes écrasantes et que je souffre de ce manque d'autonomie, pourquoi est-ce que je me mets à vérifier frénétiquement mes emails professionnels le soir ou le week-end? C'est une excellente question. Parce que pourquoi je réponds de manière compulsive sur les canaux de discussion de l'entreprise alors que personne ne me le demande explicitement à cet instant précis? En apparence, ça ressemble à une soumission volontaire, je rajoute moi-même une couche de pression à une situation déjà insoutenable. C'est un paradoxe apparent, très commun, mais la psychologie comportementale l'explique très bien. Ah oui? Ouais. Pour comprendre ce mécanisme, il faut faire appel à une notion que nous avons croisée précédemment, celle des déclencheurs internes. Les fameux déclencheurs internes. Exactement. Face à une situation où l'on se sent impuissant, le cerveau génère un inconfort profond, une angoisse. Le manque de contrôle est perçu par notre esprit comme une menace, une douleur psychologique aiguë. Et face à la douleur, on cherche instinctivement un soulagement immédiat. Toujours. L'esprit humain a un besoin vital de ressentir qu'il a de l'emprise sur son environnement. Et c'est là que l'outil technologique intervient, avec une promesse redoutable. L'illusion de l'action. C'est ça. Ouvrir sa boîte de réception, trier des messages, répondre par une phrase courte sur un chat de groupe, tout cela donne l'illusion d'agir. C'est une microdose de contrôle en fait. Exactement, une microdose. Si je reprends une analogie pour illustrer ce phénomène, c'est un peu comme une personne coincée devant un ascenseur en panne, qui appuie frénétiquement et de manière répétée sur le bouton d'appel. C'est une très bonne image. Appuyer sur ce bouton ne fera pas descendre la cabine plus vite, la machine est cassée. Mais au milieu de cette situation bloquée sur laquelle la personne n'a aucun pouvoir, appuyer sur ce bouton est littéralement la seule action concrète qu'elle peut entreprendre. Ça donne une illusion temporaire d'agir sur le monde. Voilà.
Et cette analogie est très juste au bureau. Quand le gros projet sur lequel on travaille est enlisé à cause d'une hiérarchie dysfonctionnelle, on se sent paralysé. On piétine, on n'avance pas. Oui, mais vider sa boîte mail pour afficher 0 message non lu, c'est une petite victoire tangible. C'est une tâche qu'on peut commencer, maîtriser et terminer en quelques minutes. La boucle de récompense neurologique s'active instantanément. Et du coup, la technologie offre une véritable échappatoire à ce sentiment de paralysie professionnelle. On se noie dans l'hyperréactivité et la communication superficielle pour ne pas faire face à l'angoisse de notre propre impuissance. C'est fou quand on y pense. L'utilisation frénétique du smartphone n'est pas la cause de la souffrance de l'employé. C'est son automédication. Ce qui explique parfaitement pourquoi de simples règles interdisant les téléphones n'ont aucun effet à long terme. On ne soigne pas une infection en cachant la boîte de pansement. Totalement. Mais pour vraiment visualiser la puissance de cette dynamique, l'une des sources propose une étude de cas absolument remarquable. Celle de Leslie Perlow, oui. C'est un travail colossal. Leslie Perlow est une professeure de la Harvard Business School qui a décidé d'aller observer cette mécanique de l'intérieur. Elle a mené une immersion de 4 ans au sein du Boston Consulting Group, le BCG. C'est un terrain d'observation idéal pour cette problématique. Alors, pour situer les choses, pour ceux qui nous écoutent, le BCG, c'est l'un des cabinets de conseil en stratégie les plus prestigieux de la planète. C'est l'élite du conseil. Exactement. On est dans l'archétype le plus pur de l'environnement à attente élevée. On y trouve des consultants brillants, recrutés de manière extrêmement sélective, qui travaillent sur des enjeux mondiaux, des fusions d'entreprises gigantesques. Et la pression y est monumentale. Absolument. Et la culture interne de l'époque glorifiait l'investissement total. La norme, c'était d'être toujours disponible. Les consultants ne se séparaient jamais de leur téléphone, de jour comme de nuit, pendant les week-ends ou même pendant leurs vacances. Il n'y avait aucune frontière entre le pro et le perso. Aucune. Et le discours dominant au sein même du cabinet, tant du côté des associés dirigeants que des consultants eux-mêmes, c'était de mettre cela sur le dos de la modernité. Toujours la même excuse. L'idée générale, c'était: c'est la technologie qui nous rend esclaves, l'outil nous empêche de nous déconnecter de notre travail. Sauf que Leslie Perlow n'a pas du tout accepté cette explication de surface. Elle a analysé le quotidien de ses équipes de très près. Et comment travaillait-il concrètement, alors? Elle a découvert que le cœur du problème résidait dans l'imprévisibilité totale du travail. Les consultants étaient soumis à des revirements constants. C'est-à-dire? Un associé senior pouvait très bien envoyer un message à 22 heures pour demander une refonte complète d'une présentation prévue pour le lendemain matin. L'horreur absolue. Les objectifs changeaient en temps réel, sans aucune concertation. Les employés n'avaient donc aucune visibilité sur leur propre charge de travail, ni sur leur soirée, ni sur leur week-end. Ah, on retrouve très exactement la fameuse équation. Les attentes immenses d'un cabinet de pointe, percutées de plein fouet par un manque de contrôle total sur son propre emploi du temps. C'est exactement ça. C'est ce que Perlow a nommé le cycle de réactivité. Les consultants ne vérifiaient pas leurs écrans de manière compulsive par passion pour l'outil numérique. Ils le faisaient par peur. Tout à fait. Peur de rater le message crucial qui allait changer tout leur travail de la nuit. Peur d'être pointé du doigt, comme le maillon faible qui n'a pas répondu assez vite à la demande d'un supérieur. Donc, ce n'était pas de la dépendance à la technologie. Non, c'était un mécanisme de défense face à une organisation chaotique et super anxiogène. Alors, comment on intervient dans une machine aussi complexe? Parce que Leslie Perlow ne s'est pas contentée d'observer, si j'ai bien compris. Non, elle est passée à l'action. Elle a mis en place une expérience radicale au sein de ce cabinet. Radical comment? Elle a introduit un concept appelé Predictable Time Off, ou temps libre prévisible en français. L'expérience consistait à imposer à chaque consultant une soirée par semaine totalement et strictement déconnectée. Une soirée entière sans aucun contact pro. Oui, il leur était formellement interdit de lire ou d'envoyer le moindre email après 18 heures ce soir-là, peu importe l'urgence apparente du projet. Attends, dans un environnement de conseil en stratégie de ce niveau, interdire la connexion en pleine semaine, ça a dû s'apparenter à une hérésie pour les dirigeants. Il y a eu une résistance énorme, bien sûr. La direction craignait de perdre des clients, de voir la productivité s'effondrer. Et ça se comprend de leur point de vue. Ouais, mais pour rendre cette déconnexion possible sans faire exploser les projets, les équipes ont été obligées de faire quelque chose qu'elles ne faisaient plus. Communiquer entre elles. Se parler, tout simplement. Voilà, elles ont dû se réunir, planifier le travail, anticiper les urgences et répartir les tâches de manière transparente. Les associés seniors ont même dû apprendre à formuler leurs demandes à l'avance, plutôt que de lancer des directives au beau milieu de la nuit. Ils ont dû manager correctement, en somme.
Et quels ont été les résultats une fois ce système rodé? Les résultats ont carrément bouleversé les croyances de l'entreprise. C'est vrai? Ouais. Non seulement la qualité du travail fourni par les équipes s'est améliorée, mais le taux de rotation du personnel a chuté. Les consultants étaient plus impliqués, plus performants. Et j'imagine que leur rapport à la technologie a changé aussi. Complètement. Dès lors qu'on leur a rendu une forme de prévisibilité et de contrôle sur leur temps, l'angoisse a diminué. Et avec elle, le besoin compulsif de vérifier les écrans a presque disparu. C'est une démonstration éclatante. Si l'on tire les fils de tout ce que nous venons de voir, la déduction est impitoyable pour le monde de l'entreprise. Ah, ça oui. Lorsqu'une organisation est incapable de résoudre son problème d'hyperconnexion, lorsqu'elle voit ses collaborateurs s'épuiser à jongler entre les notifications et les emails sans pouvoir endiguer le phénomène, ça signifie qu'elle dissimule des dysfonctionnements managériaux profonds. C'est clair. L'incessante distraction des employés n'est pas une fatalité liée à l'époque ou à la technologie. C'est le signal d'alarme retentissant d'une culture malade. C'est le principe du tableau de bord. La distraction constante, l'incapacité de se concentrer plus de 15 minutes sur une tâche sans ressentir le besoin d'aller chercher une gratification sur une messagerie interne, tout ça, c'est un voyant rouge qui clignote. Ça signale une infection dans le système. Un manque d'autonomie, des attentes floues ou irréalistes ou un management par l'urgence constante. Alors sur le plan pratique, qu'est-ce que cela implique pour les décideurs, les managers ou même les collaborateurs qui nous écoutent? Ça implique de changer de méthode. Si l'environnement exige une connexion permanente et génère cette distraction, la solution de facilité qui consiste à édicter des chartes informatiques superficielles, c'est inutile. Absolument. Imposer des journées sans email ou interdire les téléphones en salle de réunion, c'est voué à l'échec. Ces mesures cosmétiques ne traitent que la surface des choses. Ça donne juste bonne conscience à la direction. C'est ça. Si on empêche un employé de lire ses emails le week-end en coupant l'accès au serveur, mais que la charge de travail globale et la culture de la pression restent exactement les mêmes, on ne résout rien du tout. On ne fait que concentrer le stress sur la matinée du lundi du coup. Pire encore, on a potentiellement aggravé le sentiment de perte de contrôle en imposant une contrainte technologique arbitraire supplémentaire. Ah oui, c'est le double fait qui se coule. La véritable solution, et c'est le défi majeur soulevé par ces recherches, exige beaucoup plus de courage managérial. C'est une remise en question profonde. Elle ne consiste pas à s'attaquer aux outils, mais à s'attaquer frontalement au mal-être professionnel. Il faut repenser la manière dont le travail est distribué, redonner de la prévisibilité aux emplois du temps. Et surtout, restaurer l'autonomie des individus sur leur propre méthode de travail. Et si l'on prend un peu de recul pour regarder la trajectoire globale du monde du travail, ça soulève une question fondamentale. Laquelle? Des milliers d'entreprises investissent aujourd'hui des budgets colossaux dans des logiciels de suivi de la productivité, dans des outils d'analyse du temps de travail ou dans des formations complexes sur la gestion de l'attention. Des millions d'euros dépensés chaque année. Ouais. Mais si l'on suit la logique que nous venons de dérouler, la quête de productivité ultime ne se trouverait-elle pas tout simplement dans la sécurité psychologique? C'est une perspective qui renverse complètement les méthodes classiques de management. Complètement. Si on offre à un employé un environnement de confiance où il détient le contrôle réel sur l'organisation de son temps et où il sait qu'il n'y aura aucune répercussion négative s'il se coupe des canaux de communication pour mener un travail de réflexion profonde. On élimine l'angoisse à la source. Voilà. On élimine à la racine le déclencheur interne de l'angoisse. Et par conséquent, le besoin compulsif de fuir la réalité en se réfugiant sur un écran disparaît de lui-même. La confiance et l'autonomie se révèlent être de bien meilleurs remparts contre la distraction que n'importe quel logiciel de blocage de site web. C'est un changement de paradigme complet. La meilleure application de productivité au monde n'est ni un algorithme, ni un pare-feu. C'est une culture d'entreprise saine qui rend à l'individu son libre arbitre sur son propre temps. Quand on comprend que l'environnement façonne nos réflexes au point de créer le besoin de distraction, l'horizon s'éclaire. Et c'est là que tout commence vraiment à prendre sens. Et pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, le livre est disponible gratuitement via le lien en description.